Philippe Klein, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir au micro de Radio JM pour notre journal politique de chaque lundi à 13h sur notre fréquence. Alors, pour vous présenter brièvement, vous êtes avocat, vous avez été bâtonnier d'Aix-en-Provence, donc vous êtes ancien bâtonnier, et vous êtes engagé en politique avec le parti Horizon, le parti d'Édouard Philippe, que vous avez rejoint en fin 2021. Vous êtes avec nous aujourd'hui parce que vous avez créé un nouveau groupe d'opposition qui s'appelle Aix Autrement, et ça date vraiment de quelques jours, pour dire quelques semaines. On va en parler plus longuement. Vous êtes bien sûr conseiller municipal, conseiller métropolitain et territorial du Pays d'Aix. On parlera de vos ambitions, de vos possibilités, votre vision aussi de la ville d'Aix, puisque c'est notre voisine, notre amie. Parfois, c'est des frères ennemis même. On pourra en parler bien sûr. Mais avant cela, j'ai l'habitude de m'arrêter quelques instants sur l'actualité. Et c'est vrai que ce qui s'est passé ce week-end dernier entre le rendez-vous absolument tonitruant entre Donald Trump et Zelensky, et la réunion d'hier entre les principaux acteurs de l'Europe, membres Europe, même s'il y avait aussi un représentant du Canada, pour essayer de réfléchir à ce qu'il faudrait se passer et surtout à un réarmement possible de l'Europe pour faire face à ce qui semble aujourd'hui ne plus être un accord parfait avec les États-Unis. Quelle est votre analyse et quelle a été votre réaction ? Écoutez, mon analyse est d'être bien évidemment inquiet parce que nous sommes confrontés, je pense, à un bouleversement d'équilibre sur lequel nous nous reposions depuis des décennies. Et ce bouleversement présente le désavantage de nous projeter dans un avenir que nous ne définissons pas, que nous ne connaissons pas, que nous n'arriverons plus à maîtriser. Néanmoins, je suis d'un tempérament optimiste et je vais espérer que cette situation va nous conduire à des réactions. L'Europe, je le crois, je suis vraiment profondément pro-européen, a les moyens de devenir ce qu'elle n'a pas réussi à être, notamment l'Europe de la défense. Je pense, et je fais partie de ceux qui considèrent que avoir une armée forte, avoir une défense commune, avoir une défense qui est capable d'affronter les difficultés qui peuvent survenir est de nature à conserver la paix, à préserver la paix, à nous permettre de continuer à vivre en paix. Et nous avons oublié qu'il y a un autre état possible que celui de la paix, c'est celui de la guerre, malheureusement. Absolument. Avec bien évidemment une volonté d'un réarmement européen, voire évidemment on l'a bien compris que c'est à l'échelle européenne que les choses peuvent se faire, même si la France a une position privilégiée parce qu'elle a l'arme nucléaire. Ça, il faut quand même le rappeler, ce qui n'est pas le cas de tous les partenaires européens. Mais on va se trouver quand même pour un réarmement face à un gros problème budgétaire, d'autant que nous sommes déjà terriblement impactés par cela. Est-ce que cela veut dire aussi, selon vous, qu'il va y avoir des restrictions? Est-ce qu'on va demander aux Français, aux Européens en général, de revoir les choses parce que budgétairement, il va falloir mettre plus d'argent pour se réarmer? Bien évidemment qu'il faut avoir une nouvelle conception du budget et notamment du budget de l'armement. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, l'effort qui est fait par chacun des pays, s'il est mis en commun, si aujourd'hui ceux qui constituaient le parapluie américain fait que nous n'avons plus d'intérêt à acheter des armes américaines et notre approvisionnement à cet égard est absolument gigantesque et totalement déséquilibré à partir du moment où le parapluie n'est plus américain, peut-être que l'on peut réaffecter des budgets qui étaient dépensés à l'acquisition d'armements américains vers le développement d'une industrie existante, mais qui serait à ce moment-là privilégiée par l'Europe. Mais je pense aussi que cette prise de conscience, elle n'est pas seulement à travers l'armement. Nous vivons à travers des institutions internationales dans lesquelles je crois encore, comme l'ONU, et que je pense que... encore, parce que beaucoup n'y croient plus. Oui, mais parce que les Européens eux-mêmes n'y croient pas. Et que je pense que les pays comme ceux qui sont membres du Conseil de sécurité s'arc-boutent sur leur siège national. Peut-être qu'il faut envisager que ce siège devienne européen, ou que ces sièges deviennent européens, et que par conséquent, nous puissions avoir une pression diplomatique, une existence dans le cadre de notre reconnaissance d'Europe. Et je pense que là, c'est aussi, il ne faut pas seulement penser à la guerre avec l'armement, il faut penser à la guerre de raison, à la guerre de puissance, à la guerre d'union, à la guerre d'alliance, et ça coûte pas très cher. C'est simplement un renversement des paradigmes et qui va permettre aux Européens eux-mêmes, parce que les Européens eux-mêmes ne croient pas encore suffisamment à la capacité de l'Europe de leur apporter
du bonheur, du bien-être et de la sécurité. Bien sûr, mais pour que l'Europe marche, il faut déjà que dans les pays ça fonctionne. Et quand on voit les querelles permanentes au niveau politique nationaux, on se dit mais il faudrait quand même commencer par cela, être en ordre de rang pour que le pays soit fort et se tienne, et arrêter les petites querelles intestines politiques. Et c'est pas vraiment l'image qu'on a ici en ce moment de la France, du monde politique français. Bien évidemment, la concorde manque lorsque l'on a besoin. Lorsque l'on a besoin, mais écoutez, la vision d'Édouard Philippe, par exemple, vous en parliez tout à l'heure, est de dire je ne commente pas l'actualité. C'est de dire je vais essayer de voir loin pour faire bien, d'essayer d'avancer, de prendre en considération les gens et d'essayer de réfléchir à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans. C'est exactement la situation dans laquelle il faut que nous... comment ? D'où le nom qu'il a choisi pour oui, son groupe politique. Mais absolument. C'est essayer de voir loin. On va en parler bien évidemment. Moi, j'avais d'abord une première question un peu personnelle, Philippe Klein. Donc, je l'ai dit, vous êtes avocat et ancien bâtonnier. Pourquoi cette entrée en politique ? Pourquoi vous avez décidé d'abord de rejoindre la politique et pourquoi Horizon ? Quels ont été vos choix ? Alors, je n'ai pas rejoint la politique est venue à moi, je dirais, de manière assez naturelle à partir du moment où, ayant eu une vie professionnelle remplie, j'ai eu la disponibilité de me mettre au service de mes confrères. Et c'est ainsi que, après avoir été membre du Conseil de l'Ordre, j'ai été élu bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Aix-en-Provence, et puis après, élu national de la profession d'avocat au Conseil national des barreaux pendant 3 années. Et cette expérience au service des autres a développé chez moi ce qui, je crois, était intrinsèque, parce que lorsqu'on est tourné vers les autres, eh bien, on a toujours cette idée de vouloir les servir, que cette ville dont je suis amoureux, Aix-en-Provence, méritait qu'on s'y attarde, qu'on la regarde, qu'on la critique, et puis qu'on puisse avoir une ambition pour elle. Et donc, c'est vraiment au niveau local, par amour pour la ville d'Aix-en-Provence, que vous êtes engagé un petit peu, voilà. Après des affinités avec Édouard Philippe et ce qu'il proposait avec son Alors, parti moi, j'ai été Horizon. société civile lorsque j'ai été élu en 2020. Bien sûr. Je n'étais donc pas affilié à un parti politique. Je n'avais jamais pris, d'ailleurs, de ma vie de carte politique. Et je dois dire que j'ai beaucoup apprécié l'attitude d'Édouard Philippe en tant que Premier ministre pendant la crise du Covid, qui a été, on l'oublie, mais le monde a été bouleversé pour la première fois en 2019-2020. Voilà, une autre guerre contre les virus, contre les a priori, contre l'absence de solidarité peut-être, avec chacun qui essayait de courir derrière son vaccin, etc. Et qu'on a eu un homme d'État, et cela m'a beaucoup séduit. Ça m'a séduit aussi lorsqu'il a pu dire, parce qu'on n'entendait plus ça dans le monde politique, que l'on pouvait se tromper et qu'on pouvait s'excuser de s'être trompé. Et j'ai dit, voilà un homme normal, pardon de vous définir ça ainsi, un homme normal qui a une ambition pour notre pays, pour notre nation. Eh bien, voilà, assez naturellement, je dois dire que je me suis tourné vers lui. Je l'ai reconnu totalement. Alors, il y avait un premier groupe dont vous étiez membre, c'est Aix au cœur, et vous avez décidé donc récemment, en février, de créer un nouveau groupe d'opposition, Aix autrement. Qu'est-ce qui différencie ces deux groupes ? Alors, Aix au cœur, on connaissait parce qu'on connaît pas mal de politiques comme Anne-Laurence Pétel, qui était la présidente de Aix au cœur et qui a souvent été à notre micro ici. Qu'est-ce qui vous a donné envie de partir ? Est-ce que c'est suite à ce qui s'est passé aux dernières élections législatives ? Quel a été le cheminement que vous avez fait ? Rien ne nous a donné envie de partir. Je dis toujours que nous n'avons pas quitté Aix au cœur. C'est que Aix au cœur nous a perdus. Aix au cœur nous a perdus parce que ce groupe ne représentait plus ce pourquoi nous nous étions fédérés en 2020. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de communication interne, il n'y avait plus de processus décisionnel qui permettait commun. Il y avait des engagements de certains pour des prises de position qui engageaient le groupe sans aucune concertation. Il y avait une absence de projection sur l'avenir, de projet sur l'avenir, de valeurs sur lesquelles nous devions continuer à nous projeter sur l'avenir. Et donc ça a créé une situation de malaise, et pas que pour moi. Pour beaucoup, non seulement je ne suis pas parti seul, mais nous sommes plus nombreux à être partis que ceux qui sont encore avec Aix au cœur aujourd'hui. Et je pense que c'est tout simplement une difficulté de se reconnaître dans le groupe, qui a fait et qui a généré cette nécessité d'avoir
un autre modèle pour pouvoir avancer. Est-ce que vous proposez des choses différentes? C'est-à-dire que sur le fond, vous étiez au départ d'accord, évidemment, puisque vous étiez dans ce groupe-là. Est-ce qu'aujourd'hui, en quittant et en créant un autre groupe d'opposition, encore un, j'allais dire, vous amenez quelque chose en plus? Qu'est-ce que vous amenez? À part le fait que peut-être il y a plus de discussions entre vous et que peut-être les décisions sont plus collégiales, puisque c'est aussi ça dont vous souffriez, mais quand on regarde les électeurs, ça c'est très politique et interne. Mais quand on regarde les électeurs, qu'est-ce que vous allez dire aux électeurs? Qu'est-ce que vous allez proposer de différent par rapport à Aix au cœur? Alors, je voudrais tout d'abord vous dire que nous n'avons pas perdu notre ADN de C'est base, ça, les restes sont restés. c'est-à-dire Vous avez un nos ADN valeurs, absolument, nous avons un ADN commun, et que par conséquent, ça, nous l'avons conservé, et c'est même peut-être d'ailleurs pour le conserver totalement que nous avons été confrontés à cette nécessité d'avoir une expression qui a été différente. Et puis, comme je vous le disais à l'instant, nous avons une ambition, c'est-à-dire que on n'a pas été élu pour ne rien faire ou pour regarder le train passer, on a été élu pour défendre les Aixois à travers un projet, et à un an des élections municipales, il faut bien évidemment que nous soyons capables de nous projeter, d'offrir quelque chose, une vision de la ville d'Aix-en-Provence qui soit différente de la gestion qui est faite actuellement par Madame le maire Sophie Joissaint, et que nous puissions, revenant sur les valeurs initiales de 2020, prenant en compte l'expérience qui a été la nôtre, l'évolution des problématiques qui se posent à Aix-en-Provence, pour pouvoir proposer une offre qui soit un petit peu différente, mais toujours tournée vers les Aixois, peut-être beaucoup c'est plus le but large. de tous ceux qui se présentent, qui sont politiquement engagés à Aix, c'est d'améliorer la vie des Aixois. Mais je vois par exemple les reproches que vous faisiez à votre ancien groupe. Vous faites à peu près les mêmes à Madame Joissaint, la maire actuelle, c'est-à-dire concentration des pouvoirs, manque de transparence. Enfin, c'est toujours aussi dans la gestion de la façon de faire. C'est pas véritablement sur les idées de fond, ou quels sont les sujets, peut-être que je me trompe, mais quels sont les sujets de fond véritablement sur lesquels vous vous opposez complètement à la maire? Eh bien, écoutez, déjà le budget, puisque nous avons lors du premier conseil municipal, non pas un manque de transparence, c'est également dans son contenu, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui une masse salariale qui est extrêmement importante pour la ville d'Aix-en-Provence. Comment ? Dont elle a hérité ou qu'elle a étoffé ? Les deux, parce qu'elle a continué. Elle n'a pas eu d'ambition de modifier. Mais justement, c'est cette ambition dont je voudrais parler. Parce que si vous me posez la question de savoir quel est le programme de Madame Joissaint, je vous dirai, je ne le sais pas. Et si vous posez la question aux Aixois, ils ne le sauront pas. Pourquoi ? Parce que le programme de Madame Joissaint, c'est de réagir, c'est de s'adapter au fur et à mesure que les difficultés surviennent, qui sont parfois les difficultés qui ont été créées par sa maman, par exemple, lorsqu'elle a été mère. Et qu'aujourd'hui, que ce soit en matière de logement, que ce soit en matière de mobilité, que ce soit en matière de rapport avec la métropole, eh bien vous vous apercevez que on a une action par réaction. Et nous souhaiterions avoir une ambition de proposer une vision pour la ville. Est-ce que, par exemple, il faut développer à tout prix l'attractivité, c'est-à-dire avoir de plus en plus d'habitants, ou est-ce qu'il faut la restreindre pour s'occuper de ceux qui sont déjà présents? Qu'est-ce que vous reprochez aujourd'hui à la ville d'Aix-en-Provence, la façon dont elle est gérée aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous embête le plus? Sur quel dossier véritablement vous voulez axer votre travail si un jour vous êtes majoritaire dans cette mairie? Alors, il y en a plusieurs. Oui, je me doute. La première chose, c'est de permettre à Aix-en-Provence de retrouver sa place, qui soit à la fois celle d'une ville dans laquelle il fait bon vivre, à travers des quartiers, tout en se sentant aixois à part entière. Et ça, l'éclatement des villages aixois, et c'est une particularité avec des villages comme Puricard, comme Lignes, comme les Milles, etc. Cette cohésion a plutôt été dans le sens de la division que dans le sens de la cohérence et du rassemblement. Voilà. Donc ça, c'est la première Et les Aixois en souffrent ? Oui, parce qu'ils ne se sentent ni tout à fait villageois, ni tout à fait aixois. Je parle de la centralité administrative, culturelle à Aix-en-Provence, parce que, par exemple, la mobilité ne le leur permet pas. Nous n'avons pas un programme. C'est un problème métropolitain, ça, de toute façon. Non, justement, chez nous aussi, je vous rassure. Il faut arrêter de dire, je suis conseiller métropolitain. Toute la métropole. J'entends la métropole et j'entends Madame Vassal nous dire, présentez-moi des projets.
Et il n'y en a pas? Présentez-moi des projets. Et il n'y a pas de projet cohérent sur les 15 prochaines années de savoir quelle est la mobilité que la ville d'Aix-en-Provence, avec ses villages, avec ses particularités, souhaite. Et c'est-à-dire combien que ça si coûte? je veux aller d'Aix au Mille, par exemple. Il y a bien évidemment qu'il y a un service de mobilité, oui, de mais bus, pas quelque etc. chose de rapide, pas quelque chose de moderne, quelque chose qui permet de relayer des villages plus éloignés. Absolument. Il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de projet présenté. Par conséquent, l'argent, lorsqu'ils sont là, le crédit, Marseille en grand, etc., qui aurait pu englober Aix-en-Provence, par la guéguerre de la chaise vide qui a suscité Madame Joassaint par réaction à une certaine attitude vis-à-vis de Madame Vassal. On avait l'impression que ça allait mieux quand même, non? Ça va mieux parce que on approche des élections et que par conséquent il faut reforger des alliances. Mais une fois de plus, c'est la démonstration de ce que l'on est en train de rattraper. On est en train de rattraper et de trouver presque normal de rattraper les erreurs du passé. C'est-à-dire que nous avions un premier vice-président en charge des finances qui était M. Bramoulet, et malheureusement celui-ci est décédé et c'est absolument regrettable bien entendu, mais on a décidé de démissionner et de faire la politique de la chaise vide. Alors que lorsqu'on a une métropole, même si on ne la veut pas, il faut s'y intégrer avec les forces qui sont les nôtres. La ville d'Aix-en-Provence est la deuxième. Des avantages, bien sûr, de ce territoire métropolitain. Absolument. Deuxièmement, et vous parlez, c'est bien, merci de faire cette transition, vous parlez de territoire. Il n'y a plus de territoire. Il y a la ville d'Aix-en-Provence et les autres. Les maires des villages alentours d'Aix-en-Provence, des vrais villages, des vraies communes alentours, ne se retrouvent plus dans le leadership de la ville d'Aix-en-Provence, qui était absolument naturel. Et ça, c'est une destruction, c'est une perte. Au niveau économique, comment se porte la ville ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez quand même un tourisme qui continue de progresser? Là, vous allez avoir un très bel été avec Cézanne, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que la ville en profite bien? Est-ce que l'ensemble de la ville économiquement continue à garder sa réputation de ville bourgeoise? Alors, bien évidemment que l'attractivité intrinsèque d'Aix-en-Provence lui permet de conserver cela. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on doit dépenser de l'argent pour l'attractivité? Parce que quand vous avez le ciel bleu qui est le nôtre, quand vous avez les bâtiments qui sont ceux d'Aix-en-Provence, et quand vous avez le sourire des Aixois, parce qu'il ne faut pas l'oublier, qui sont habitués à cet accueil, je me demande s'il faut dépenser beaucoup d'argent pour avoir et faire venir encore plus de gens. Pourquoi et à ce moment-là, cette année Cézanne ne vous semble pas être une bonne idée? Je pense que l'exposition Cézanne est une très bonne idée, bien évidemment, puisque ça va mettre Aix-en-Provence en avant. La difficulté et la question qu'on peut se poser, c'est combien ça va coûter, voilà. Et surtout au détriment de quoi? Car un budget, c'est un équilibre. Bien sûr. Et que, par conséquent, ça a été proposé, ça a été présenté en conseil municipal. Cette vision, on n'a pas, et ça fait partie des reproches qui sont faits par l'opposition, nous n'avons absolument pas la possibilité de savoir combien va coûter l'année Cézanne. C'est impossible, car c'est disséminé en petites lignes, une fois pour l'Office du tourisme, une fois pour le musée Granet, parce que voilà, exactement. Oui, mais on n'a pas d'études, et c'est une fois de plus quelque chose de caractéristique. On devrait nous dire, voilà, est-ce que vous êtes d'accord en conseil municipal, messieurs les élus, mesdames les élus, pour qu'on dépense, je vous dis n'importe quoi, 30 millions d'euros pour pouvoir créer la Cézanne. Peut-être que j'aurais... Et donc je poserai la question en disant, quelle est l'évaluation que l'on a pu faire des retombées économiques? Moi j'en entends parler depuis presque 3 ans. Voilà. Aujourd'hui on nous dit 1 euro dépensé va rapporter tant. Mais moi les études, je suis désolé, je ne les ai pas... Aix est aussi une ville universitaire. Est-ce qu'au niveau des universités aussi vous avez des ambitions? Est-ce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme vous aimeriez que cela fonctionne? C'est pas compliqué, il y a assez peu de rapports entre l'université et la ville d'Aix-en-Provence. Bon, je suis un peu sidéré, chacun avance de son côté. Mais c'est la caractéristique de cette ville, pas de programme. Si l'on vous pose la question de savoir, est-ce qu'il faut développer... Non mais bien entendu, c'est même moi une des choses les plus séductrices dans la ville d'Aix-en-Provence. Cette animation que vous trouvez tous les jours, toutes les nuits, tous les soirs, eh bien c'est bien les jeunes qui sont... Voilà, parce que c'est une ville universitaire qu'elle nous l'offre. Alors après, il y a le cadre, bien évidemment, mais il y a surtout cette force vive. Posez la question aujourd'hui, et vous n'aurez pas de réponse. Quelle est l'ambition universitaire d'Aix-en-Provence? Est-ce qu'il faut continuer à développer l'université? Est-ce qu'il faut
offrir à l'université Aix-Marseille d'avoir de nouvelles filières, de pouvoir les héberger? Est-ce qu'il faut développer à côté les écoles, et il y en a un certain nombre qui sont en développement, etc. Vous n'aurez pas de réponse. Vous n'aurez pas de réponse, car une fois de plus, tout est fait à la réaction, tout est fait ce que j'appelle à la parcelle en matière d'urbanisme. C'est-à-dire que on vous dit pas, est-ce global, que, voilà, donne, est-ce que la question très légitime que vous posiez tout à l'heure, si vous voulez aller d'Aix-en-Provence au Mille parce que vous avez envie d'habiter au Mille, quel sera le moyen de transport que dans 10 ans, dans 20 ans C'est surtout, si on veut aller déjà de Aix à Marseille, ça paraît bien compliqué. Voilà. Mais ça, c'est un vaste sujet. Philippe Klein, pour terminer, donc, vous serez candidat à la mairie d'Aix-en-Provence? Alors, il est absolument certain que je participerai à l'existence d'une force représentative des Aixois pour les prochaines municipales. Après, il est bien évidemment un peu tôt et un peu difficile de savoir de quelle manière, avec qui, car je pense qu'il faut absolument fédérer pour ces prochaines élections municipales. Je pense que vous faisiez référence tout à l'heure à la situation nationale. Il faut qu'au niveau local, nous ayons les mêmes réflexes. C'est-à-dire que les petites guéguerres entre partis qui sont extrêmement proches doivent, si possible, s'estomper à travers une ambition, à travers une vision pour les Aixois commune, et qui puisse aller, comme le dit là encore Édouard Philippe, d'une gauche responsable à une droite raisonnable. Et au niveau communal, c'est quelque chose de tout à fait possible parce que vous savez très bien que les qualités intrinsèques de chacun, dès qu'ils s'engagent en politique, c'est qu'ils ont envie de faire quelque chose de bien pour les autres. Et donc c'est déjà la première qualité. Et nous l'espérons. Merci beaucoup Philippe Klein d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de m'avoir invité. À bientôt et bon retour à Aix. Merci.